Bonjour, je suis Didier Bouillabaisse et aujourd'hui je vais vous présenter un boîtier révolutionnaire qui va faire de vous quelqu'un de bien. Si par exemple, vous avez des pensées intrusives du genre « Tiens, ce soir je tromperai bien ma femme avec une abonnée », il vous suffira alors de vous introduire ce boîtier et de vous reprogrammer directement depuis votre téléphone. Je vais vous montrer l'exemple sous vos yeux ébahis. J'ai pris la gentille initiative de virer mes 6 prochains mois de salaire directement sur le compte personnel de mon associé. Oh, je suis peut-être allé un petit peu fort dans la reprogrammation. Permettez 2 secondes, s'il vous plaît. Bon, malheureusement, on ne peut pas reprogrammer les êtres humains, et parfois ça serait bien, j'avoue. Par contre, je vous présente Carly, qui lui est très efficace pour les voitures. Et ce tout petit boîtier se connecte directement sur la prise OBD de votre voiture et vous permet d'accéder à plein de fonctionnalités, dont certaines qui sont réservées aux professionnels. Ça vous permettra de mieux comprendre votre voiture, de détecter les pannes, d'économiser de l'argent évidemment, et aussi de personnaliser certaines fonctions. Mais l'une des fonctionnalités les plus impressionnantes de Carly, c'est évidemment le diagnostic. Vous n'avez qu'à brancher Carly dans le port OBD de votre voiture et en quelques secondes, l'application sur votre téléphone vous fournit un bilan de santé complet. Et une fois le diagnostic terminé, Carly vous montre tous les problèmes détectés. Vous pouvez voir exactement la gravité des problèmes, si la réparation est simple ou pas, et même une estimation des coûts. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur résoudre les problèmes et Carly efface les codes défauts. Mais Carly ne s'arrête pas là, il y a aussi plein d'autres fonctionnalités ultra pratiques comme le codage. Alors attention, c'est super simple. En fait, ça vous permet de paramétrer et de personnaliser des fonctions que votre voiture a sans même que vous ne le saviez. Cherchez quand même pas le turbo boost, hein. Votre voiture n'en est pas équipée. Mais surtout, la fonctionnalité que je préfère personnellement, c'est la fonctionnalité voiture d'occasion. À quoi ça sert? Eh bien c'est tout simple, ça va vous permettre de voir si le kilométrage de la voiture a été trafiqué. Et ça peut vous éviter de bonnes grosses mauvaises surprises. Et en plus en ce moment il y a 15% de remise sur le boîtier Carly, alors profitez-en vite. Le lien pour profiter de la promo est juste en dessous de la vidéo, dans la description, le premier commentaire épinglé. Et maintenant, place à la vidéo. Oui, la pauvre Fuego a traîné derrière elle une réputation de voiture tuning de beauf, la reine du parking de supermarché clouée au pilori dans Mais qui a tué Pamela Rose. Une Porsche du pauvre, disaient certains, avec ce sourire narquois de celui qui roule en Golf GTI. Mais voilà, cette Fuego mal aimée n'était pas qu'un gag roulant. Non, elle avait des ambitions. Quand elle est sortie des usines avec son design audacieux et cette ligne futuriste qui semblait tout droit sortie d'un croquis de Jean-Paul Gaultier après 3 pastis, elle a fait tourner des têtes. Certes, son positionnement était plutôt bancal, coincé entre les rugissements des GTI et les soupirs des berlines sérieuses, mais elle a trouvé son public, et pas uniquement dans les banlieues françaises, car la Fuego s'est vendue à l'international. Et aujourd'hui, la roue tourne, les nostalgiques des années 80 redécouvrent ses lignes uniques, son intérieur kitsch à souhait, et surtout le plaisir d'un grand coupé comme il n'en existe plus. Retour aujourd'hui sur l'histoire d'une voiture de collection de prestige. Dans les années 70, Renault avait un plan brillant. Ils se sont dit pourquoi faire une seule voiture alors qu'on peut en faire 2 sans trop se fatiguer. Ainsi sont nées la R15 et la R17, un duo de coupés basé sur la bonne vieille R12 maquillée avec autant de finesse qu'un sosie un soir de karaoké. La R15, c'était la version populaire pour Monsieur Tout-le-Monde. Avec la R17, on montait d'un cran, un peu plus chic, un peu plus sportive. Et ça a marché. À cette époque, l'idée était aussi simple que géniale, proposer des voitures abordables mais un tantinet séduisantes, là où Peugeot jouait les aristocrates avec ses 504 coupés et cabriolets qui coûtaient un bras, voire 2 si vous vouliez la version avec du cuir. Résultat, entre 1971 et 1979, Renault a refourgué pas moins de 304 856 exemplaires de ses coupés double emploi. Un sacré score, assez pour satisfaire les comptables de chez Renault.
Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. À la fin des années 70, Renault savait que ces deux divas vieillissaient. Leur remplacement était déjà inscrit dans les étoiles et c'est là qu'entre en scène la Renault 18 en 1978. Et dans un coin du bureau de style, un jeune designer du nom de Michel Jardin, sous la houlette de Gaston Juchet, se voyait confier une mission, imaginer un coupé dérivé de la future R18. En gros, refaire le coup de la R15 R17, mais avec un peu plus de panache. Nous sommes en janvier 1975. Chez Renault, on se décide enfin à lancer officiellement le projet 136, autrement dit la future Renault Fuego. Et pour cela, quoi de mieux que de recycler le châssis de la R18 ? C'est là qu'arrive Robert Opron, une légende du design, un homme qui avait déjà dessiné la Citroën SM. Opron décide d'offrir à la Fuego une signature stylistique audacieuse, une bulle arrière. Et Renault n'était pas seul dans ce trip futuriste. Juste un an plus tard, Porsche lançait la 924 avec une vitre arrière étrangement similaire. Une coïncidence ? Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que cette ressemblance allait devenir un vrai problème pour la Fuego. Car pendant que tout le monde s'extasiait devant la Porsche 924, la Fuego héritait du titre peu enviable de 924 du pauvre. Pourtant, en y regardant de plus près, on réalise que la Fuego était tout sauf ringarde. Son design était parfaitement dans l'air du temps. Et fin 1979, après des années de gestation, de dessin et probablement de débats acharnés sur la taille de la lunette arrière, la Renault Fuego est prête. La production démarre dans l'usine de Maubeuge. Renault, gonflé d'optimisme ou d'arrogance, c'est selon, dévoile fièrement son nouveau coupé en mars 1980 lors du salon de Genève. Et contrairement au Renault R15 R17, la Fuego se la joue solo. Une voiture seule, mais déclinée en plusieurs versions pour plaire à tout le monde. En bas de l'échelle, vous avez la TL, une version aussi dépouillée qu'une chambre d'étudiant. Juste au-dessus, la GTL, qui tente de se donner des airs avec un peu plus d'équipement, mais rien de transcendant non plus, et ces deux versions se traînent un modeste moteur Cléon-Fonte de 1397 cm3 et 64 chevaux. Et pour les amateurs de sensations fortes, Renault vous proposait une boîte 5 vitesses, en option bien sûr. Mais ce n'est pas fini, la version GTS arrive avec un peu plus de muscles, un moteur Cléon Alu de 1647 cm3 développant 96 chevaux et une boîte 5 vitesses de série. Et là, ça commence à devenir intéressant. Cependant, voici où ça devient étrange, parce que bien sûr c'est Renault, pas d'injection sur la Fuego, alors que la R17 en avait inauguré une auparavant. Et le plus curieux dans tout ça, les vraies versions haut de gamme, les TX et GTX, n'arrivent qu'en juillet 1980, dotées d'un moteur Douvrin de 1995 cm3 développant 110 chevaux, un moteur développé conjointement avec Peugeot. Cela dit, ces versions TX et GTX sauvent un peu la mise. Plus puissantes, mieux équipées, elles offrent enfin à la Fuego une allure digne de ce nom. Surtout la GTX, qui se permet même un soupçon de luxe. Mais soyons honnêtes, à ce moment-là, Renault avait déjà laissé passer l'occasion de faire une grande première impression. Un coupé qui promettait beaucoup, mais qui, comme un feu d'artifice mouillé, n'a pas tout à fait explosé comme il aurait dû. D'autant que quand la Fuego débarque enfin sur le marché, elle ne se retrouve pas seule sur la piste de danse. Non, elle arrive dans une salle déjà remplie de coupés européens bien rodés. D'un côté, vous avez l'Opel Manta B, solide, rassurante, en place depuis 1975. Surtout populaire en Allemagne et en Angleterre, elle a ce petit côté fiable qui, soyons honnêtes, fait que beaucoup l'achètent sans même lever un sourcil. Puis, il y a la Ford Capri 3 qui a été relancée en 1978 avec un look qui dit « Je suis un muscle car, mais je n'ai pas osé ». Et ensuite, il y a la Volkswagen Scirocco 2 qui arrive en 1981 avec des lignes modernes. En fait, la Scirocco, c'est la fille cool quand on était gamin, celle qui fait du skate et qui réussit quand même mieux à l'école que vous. Et puis il y a aussi la Peugeot 504 coupé qui commence sérieusement à sentir la naphtaline. La 504 V6 est encore là, certes, mais elle est en fin de carrière et se vend surtout à des notaires qui ne savent pas quoi faire de leur week-end. Résultat, entre l'Opel, la Ford, la Volkswagen et même la Peugeot, la Fuego entre dans un combat acharné où tout le monde finit par faire à peu près les mêmes scores. La Capri s'en sort avec 324 000 exemplaires, la Scirocco la suit de près avec 291 000 unités, et même la Manta arrive à placer 161 000 exemplaires. La Fuego, elle, n'a pas à rougir de ces chiffres, mais face à une telle meute, elle n'a pas eu la tâche facile. Pourtant, l'année 1980 commence fort.
La Fuego sort des chaînes comme des croissants un dimanche matin à la boulangerie, 75 425 exemplaires produits. C'est presque trop pour l'usine de Maubeuge qui appelle à la rescousse celle de Douai, obligée de mettre de côté ses Renault 5 pour cracher 8500 Fuego supplémentaires. Et à l'export, ça marche, presque la moitié des voitures s'envolent vers d'autres cieux. On se dit alors chez Renault, c'est bon, on peut sortir le champagne. Mais voilà, l'effet nouveauté s'éteint très vite. En 1981, les ventes s'effondrent, 55 000 exemplaires seulement. La Fuego n'est pas une mauvaise voiture, loin de là, mais son prix est un vrai problème. La crise pétrolière de 1979 n'arrange rien et les jeunes, eux, ne veulent pas d'un grand coupé tranquille. Non, ils veulent du fun, des performances, du caractère et pour ça, ils se tournent vers des petites sportives comme la Renault 5 Alpine Turbo. Et là, accrochez-vous, une Renault 5 Alpine Turbo, c'est 110 chevaux, un tempérament de feu et un prix de 56 800 francs en France. Une Fuego GTX, avec la même puissance mais beaucoup moins excitante, coûtait 20 000 francs de plus. Pour une voiture qui ressemble à une Porsche au rabais. En parallèle, au début des années 80, Renault a une grande idée, s'installer sérieusement aux États-Unis en rachetant progressivement AMC. Et là-bas, les Américains raffolent des coupés. Renault se dit donc que la Fuego va cartonner. Alors oui, la Fuego a des atouts, sa ligne est moderne, elle est maniable et son moteur n'est pas mauvais. Enfin, en Europe. Parce qu'une fois passé dans le grand broyeur des normes américaines, c'est une autre histoire. Le moteur de 1,6 litre est réduit à 82 chevaux, mais Renault ne s'arrête pas là. En 1983, il décide d'envoyer la Fuego Turbo sur le marché US qui propose 107 chevaux seulement. Malgré tout, la Fuego trouve son public. Avec son look unique et son exotisme, elle attire les clients en quête d'originalité. Au total, 41 000 exemplaires trouvent preneur aux États-Unis et au Canada. Pas mal pour une petite française au pays des grosses cylindrées. Aujourd'hui, la Fuego a laissé une empreinte durable de l'autre côté de l'Atlantique. Elle a ses fans, ses clubs et même une certaine aura. L'importation s'arrête en juin 1985, mais Renault aura donc réussi à faire de la Fuego un produit cool et décalé en Amérique, malgré ses 82 petits chevaux de départ. Retour en Europe, en juillet 1982, Renault décide de secouer la Fuego avec une idée improbable, une version turbo diesel. Oui, un diesel dans une voiture censée être fun et sexy. Sous le capot, on retrouve un 2 litres de 86 chevaux, déjà vu sur les Renault 20 et 30. Mais la magie du poids plume, la Fuego devient le diesel le plus rapide du monde, 175 km/h. Certes, ce n'est pas de quoi affoler une Golf GTI, mais pour un diesel, c'est un record. Mais c'est en juillet 1983 que Renault sort l'artillerie lourde, restylage de la Fuego et arrivée d'un vrai haut de gamme sportif, la Fuego Turbo. Son moteur de 1565 cm3 coiffé d'un turbo sort 132 chevaux et pousse la bête à 200 km/h. Pas mal, surtout qu'elle ne pèse que 1165 kg. Sauf qu'à plus de 90 000 francs, elle est hors de budget pour beaucoup. Et là, c'est la catastrophe. Les ventes plongent, 37 000 exemplaires en 1983. La France, qui jusque-là soutenait la Fuego, commence à l'abandonner. La raison, la Golf GTI et la toute fraîche 205 GTI débarquent sur le marché, rapide, sexy, moderne et bien moins cher. La Fuego, avec son look qui semblait futuriste 3 ans plus tôt, commence à faire dater. Pire, son image se dégrade à une vitesse affolante. Ce qui devait être une icône devient une blague, et c'est sans doute là que naît l'image de bagnole ringarde. Rarement une voiture n'aura connu une descente aux enfers aussi rapide. Et voilà comment une voiture qui devait incarner l'avenir se retrouve reléguée au second plan. Dès le milieu des années 80, la Fuego n'est plus qu'une figurante dans un catalogue Renault en pleine effervescence. Entre la Renault 25 qui joue les limousines, l'Espace qui révolutionne le monospace et les vraies sportives comme l'Alpine V6 GT ou la Super 5 GT Turbo, la Fuego fait pâle figure. Alors comment survivre ? Grâce à l'export évidemment. L'Argentine adore les coupés et reste fidèle au modèle. Les USA quant à eux tiennent encore un peu le coup, mais plus pour longtemps. En juin 1985, Renault signe la fin de la carrière européenne de la Fuego. Le dernier exemplaire sort des chaînes de Maubeuge. Mais comme on n'aime pas gâcher chez Renault, les stocks se liquident tranquillement jusqu'en 1987.
L'histoire ne s'arrête pas là, l'Argentine, véritable terre promise des coupés Renault, reprend la production. Renault y est une institution depuis les années 60 et la Fuego y trouve un public fidèle. La production se poursuit jusqu'en 1992 avec un total de 265 367 exemplaires produits dans le monde. Une carrière longue mais inégale entre gloire éphémère et déclassement rapide. Mais peut-être que sa carrière aurait pu aller plus loin si Renault en avait décliné une version cabriolet. Officiellement, elle n'a jamais existé, mais comme toutes les belles légendes, il y a un fond de vérité. Remontons en 1982, direction les États-Unis encore une fois. Renault rêve grand et veut séduire les Américains qui adorent les décapotables. Pour concrétiser cette idée, la régie fait appel à Heuliez, le spécialiste français des carrosseries atypiques, pour concevoir une version découvrable de la Fuego. Et Heuliez ne fait pas les choses à moitié. Fin 1982, l'entreprise livre une Fuego cabriolet à AMC, le partenaire de Renault outre-Atlantique. Résultat, une voiture magnifique, un intérieur raffiné, bref, tout pour plaire à une clientèle exigeante. Mais voilà, il y a un problème. La Fuego, après des débuts prometteurs aux États-Unis, voit ses ventes chuter brutalement. Et Renault se pose la grande question, l'investissement pour produire ce cabriolet est-il vraiment rentable ? La réponse est simple, non. Le projet est abandonné et la Fuego cabriolet retourne chez Heuliez où elle restera cachée dans les réserves. Une perle rare, oubliée du grand public jusqu'à ce qu'elle refasse surface en 2012 lors de sa vente. Une voiture qui aurait pu redonner du souffle à la Fuego, mais qui est restée un rêve non réalisé. Et comme toujours, on se demande qu'est-ce qui aurait changé si Renault avait osé ? Peut-être rien, ou peut-être tout. Alors vous pensiez que la Fuego avait disparu dans l'oubli, n'est-ce pas ? Eh bien détrompez-vous. La Fuego fut en réalité bien plus qu'un simple coupé des années 80, c'était un modèle qui, malgré des vents contraires, a marqué son époque. Après la Fuego, Renault s'est éloigné du coupé populaire avec la Laguna Coupé en 2008, qui s'adressait à un public plus bourgeois et GT. Une autre époque, une autre vision. Mais regardons les choses en face, à la fin des années 80, la mode du coupé populaire était déjà derrière nous. Pourtant, la Fuego n'a pas à rougir de sa carrière. Face à des GTI plus affûtés, avec des lignes plus agressives et des prix plus abordables, la Fuego n'a pas sombré dans l'oubli, comme on pourrait le croire. D'ailleurs, la Fuego a égalé presque les volumes des R15 et R17, malgré une production plus courte. Et oui, seule la Ford Capri 3 a vraiment dépassé les 300 000 exemplaires parmi ses contemporaines. La Fuego, quant à elle, avec moins de temps en production, a talonné la Scirocco, ce qui est quand même pas si mal. Et aujourd'hui, il est temps de lui rendre hommage parce qu'il est facile de se moquer d'elle avec ses sièges pétales et son design étrange. Mais regardez de plus près, elle a ce charme discret, typique des années 80, et qu'on se le dise, son confort, notamment avec ses fameux fauteuils pétales, est loin d'être ridicule. Alors la Fuego, ce n'était pas qu'une blague de mauvais goût, c'était un coupé qui a su se défendre dans un marché ultra compétitif, avec ses propres atouts, une bonne dose de confort, un design distinctif et des performances tout à fait respectables dans ses versions haut de gamme. Aujourd'hui, c'est une vraie petite perle des années 80 qui mérite bien plus qu'un simple sourire en coin. Et vous, avez-vous des souvenirs en Renault Fuego ? Dites-moi ça dans les commentaires et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver des nouvelles vidéos chaque semaine.